Salut à tous. Normalement, je dis salut les amis. Bon, je la refais. Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va parler des limbes d'Olivier Bal. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé par lire Le Maître des Limbes, qui est le tome suivant, du coup. Enfin, qui est, ouais, on va dire le deuxième tome de la saga, même si, c'était pas écrit dessus. Et donc je l'ai pas deviné quand je l'ai lu. Moi, je pensais que c'était un premier tome. Et d'ailleurs, j'ai tout compris et j'ai pas eu de soucis. Donc, si vous commencez par Le Maître des Limbes, normalement, vous comprendrez tout. Et du coup, je suis désolée pour l'ami à qui j'ai fait aussi commencer par Le Maître des Limbes parce que je ne savais pas que les limbes existaient et je le remercie de me les avoir présentées. Donc, les limbes, qu'est-ce que c'est ? En fait, je sais pas trop par où commencer pour raconter ce livre. Disons, on suit un mec qui, donc, au début, qui s'appelle James... Bon, on va l'appeler James. Voilà. Qui fait la guerre du Vietnam. Donc, il vit des choses horribles, etc. Et en fait, à un moment, il se fait tirer dessus par un Vietnamien. Et à ce moment-là, il tombe dans le coma. Et quand il se réveille, une semaine plus tard, on lui dit qu'il s'est pris une balle dans la tête, mais qu'il va survivre, etc. Mais lui, pendant qu'il était dans le coma, il a fait des rêves bizarres. Il a rêvé d'une nef avec plein de cristaux bleus. Et il a vraiment l'impression d'avoir voyagé quelque part, que c'était plus réel que d'habitude, etc. Il a quand même le sentiment qu'il s'est passé un truc chelou. Et ensuite, quand il est à l'hôpital, il fait des rêves de personnes qui sont aussi dans l'hôpital. Et ces personnes lui disent qu'elles vont mourir et elles lui disent des choses par rapport à leur vie, de leur famille, qu'est-ce qu'elles ont vécu justement pour être blessées, etc. Et après, elles meurent. Et au bout d'un moment, il se rend compte que ces personnes sont réelles, donc il demande à une infirmière d'intervenir, etc. Et justement, ça lui confirme que ces personnes sont réelles et que donc il voyage bien dans les rêves de ces personnes. Donc ça, du coup, le pitch, c'est un mec, en résumé, en une phrase, qui peut voyager dans les rêves des gens. Donc à partir de là, il y a beaucoup de possibilités, sachant qu'il va dans un espèce de monde qui a l'air quelque chose qui appartiendrait peut-être à l'inconscient collectif, enfin on sait pas trop, mais en tous les cas un truc où d'autres gens peuvent aussi aller, et où il y a des traces qui montrent que d'autres humains sont passés avant, etc. Et là-bas, il y a des portes pour mener vers les rêves de n'importe qui. Donc conceptuellement, c'est assez original et c'est cool. Enfin, disons qu'on a déjà vu des gens qui voyageaient dans les rêves, mais là, c'est bien systématisé, on va dire. Il y a vraiment des règles à respecter, etc. Les persos sont cool. Je vais y revenir, mais... Donc, ça cumule beaucoup de trucs que j'aime bien, on va dire. Donc, l'histoire, je vous en ai parlé. Le concept, c'est totalement ça, c'est de voyager dans les rêves, mais pas de voyager simplement en mode je me concentre sur quelqu'un, je m'endors et je vais dans ses rêves. Il y a vraiment ce passage vers la nef, et la nef, c'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, il y a tout un monde derrière si on va explorer plus loin. Donc voilà, il y a à la fois des passages vers les rêves des gens et à la fois un espèce de monde où les gens vont quand ils sont endormis et on sait pas vraiment ce que c'est que ce monde, on sait pas vraiment comment ça marche, etc. et qui y a là-bas. Donc franchement, le concept est très très cool. Parce que même si on a déjà vu des voyages dans les rêves, le fait que ça soit vraiment un monde en particulier avec des règles, etc., moi... Vous savez que j'adore la magie quand il y a des règles. Des règles bien précises ou avec lesquelles on peut pas tricher, etc. Donc là, typiquement, c'est mon genre de délire. Le déroulement de l'intrigue, alors franchement, comme j'avais lu le Maître des mensonges avant, forcément, je savais comment ça allait se terminer. Mais d'une certaine manière, ça m'a pas gâché l'histoire. En fait, l'intrigue c'est fait d'une manière où on a des dates et à chaque fois, donc on voit la progression du mec, donc James, qui au départ est un peu au bord de devenir fou à cause de ce qui s'est passé au Vietnam, qui reprend par la suite un peu pied grâce à ses rêves, mais il prend pied d'une manière où on sait qu'il est un peu en équilibre sur un fil, parce que ce truc de rêve, ça a l'air de cacher des secrets un peu sombres, d'autant qu'on sait toujours pas, et lui-même ne sait toujours pas, ce qui s'est passé quand il a pris sa fameuse balle dans la tête. Il a des souvenirs vagues qu'il y a eu beaucoup de cris et les gens veulent pas trop lui parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils évitent un peu le sujet quand il pose des questions. Donc on sait qu'il y a des secrets un peu enfouis, un peu sombres. Donc le fait qu'il reprenne pied en s'accrochant à ça, c'est un peu casse-gueule. Donc on peut voir venir que ça va chier. Mais honnêtement, l'intrigue est bien faite. Il y a vraiment ce sentiment, enfin moi je l'avais, mais comme je vous ai dit, c'est peut-être parce que je connaissais déjà la fin, ce sentiment un peu d'inéluctable où on sent que ça va mal tourner,
On peut avoir un peu d'espoir. Surtout, moi, j'adore, je vous ai déjà dit, le sentiment d'explorer des nouveaux univers. Et là, on l'a carrément. Donc, il y a de l'espoir avec ça, avec ce sentiment d'aller sur un nouveau territoire, d'avoir des nouvelles possibilités. Vraiment, un truc assez agréable, même voire addictif par rapport à ça. Et puis le power-up du perso qu'on suit, qui est aussi sympa et qui donne aussi un peu ce sentiment de positivité. Mais quand même, on se doute qu'il va y avoir un truc sombre à la fin. Mais c'est voulu, à mon avis. Enfin, ça fait vraiment un truc tragique que moi j'aime beaucoup. La fin, j'y reviendrai comme d'hab à la fin pour pas spoiler. Alors les personnages, il y en a moins que dans Le Maître des Mensonges, mais encore une fois, c'est assez bizarre de comparer un tome 2 avec un tome 1 quand on a lu le tome 2 en premier, donc je vais essayer de pas trop en parler, même si ça va me venir à l'esprit sans arrêt. En fait, dans Les Limbes, on suit seulement James, c'est vraiment le héros, on a que son point de vue. Après, il y a quand même d'autres persos qui sont pas du tout inintéressants. Les scientifiques avec qui il va travailler... d'autres mecs qui ont les mêmes pouvoirs que lui. Il y a un pote qui s'est fait au début au Vietnam. Il y a pas mal de persos. Il y en a pas des tonnes, hein, mais il y en a facile 5 ou 6 où on peut quand même être intéressé par eux. Même si réellement, ce qu'on suit, c'est James, sa psychologie, la manière dont il enfouit ses traumatismes et dont ça va ressortir, l'effet que ça va avoir sur sa personnalité, etc. Mais c'est bien foutu et c'est intéressant. On peut pas du tout dire si c'est un perso gentil ou méchant ou quoi que ce soit. Moi, je dirais qu'il est vraiment résolument neutre parce que c'est un mec, il hésite pas à être violent quand il le faut, quand il a de la haine, etc. Mais la plupart du temps, il a juste envie d'éviter les conflits. Le Vietnam, ça lui a pas fait plaisir du tout. Voilà, quand il voit de la violence ou des morts ou des trucs, il est malade et tout ça. C'est vraiment un mec normal sur tous les plans. Il est pas excessivement sympa, il est pas prêt à se sacrifier pour les autres, etc. Mais c'est pas du tout un connard qui aime devoir souffrir les autres et qui est content quand il arrive des conneries. S'il peut aider les gens sans que ça lui coûte trop, il le fait, etc. C'est résolument un mec neutre strict, quoi. Après, au niveau de son alignement, je sais pas, quoi. Est-ce qu'il est plus loyal ou chaotique? Bon, je pense qu'il est quand même neutre parce que... il peut lui arriver quand même de cacher des choses ou ce genre de trucs. Ouais, il me semble vraiment tout à fait neutre strict. Pour l'apparence, j'ai pas vraiment fait attention. Comme je vous ai dit, je fais très rarement attention aux apparences. Mais quand même, il me semble que les persos ont été décrits. Si, ça me revient. Parce qu'en plus, pour aller dans les rêves de quelqu'un, il faut mémoriser son visage. Pas de bol quand on est bigleux, encore une fois. Pourquoi faut-il toujours que les gens créent des magies qui ne soient pas accessibles non plus? En plus, comme par hasard, quand on prend possession de quelqu'un, il y a les yeux de la personne qui changent et qui deviennent les yeux de la personne d'origine. Donc encore une fois, quand tu vois pas, est-ce que tu transportes ton handicap avec toi? Je ne sais pas, mais la question se pose. C'est vraiment pas cool. Pourquoi toujours les yeux, bordel de merde? Bon, après, ça aurait été la voix, ça aurait pas été très pratique. Ça aurait été plus compliqué à cacher. Après, ils ont déjà un peu du mal à le cacher parce que quand ils vont posséder des étrangers, comme ils savent pas parler leur langue, ils ont déjà un petit peu de mal à faire semblant. Bref, l'apparence, il me semble quand même que les persos sont bien décrits, donc ouais, puisque pour voyager dans les rêves de quelqu'un, il faut connaître son apparence. Du coup, James, il étudie beaucoup les visages des gens dont il est censé prendre le contrôle, parce que oui, à travers les rêves des gens, on peut en prendre le contrôle. Ça, c'est quand même vachement cool. Donc c'est pas facile, hein. Spoiler, c'est pas facile. Mais tant mieux, parce que sinon ça serait un peu cheaté. Mais en tout cas, c'est faisable. Donc oui, même si je me souviens pas trop à quoi James ressemble précisément, j'ai le souvenir que les persos étaient beaucoup décrits, avec justement une insistance sur leurs yeux, vu que c'est le seul truc qu'on voit quand ils sont dans le corps de quelqu'un d'autre. Et moi, j'aime beaucoup les insistances sur les yeux. Genre, il y a des gens, on nous dit qu'ils ont un défaut dans l'œil, une tache ou des machins comme ça. Moi, j'aime bien. Ça, c'est le seul truc que je me rappelle en général des gens, la couleur de leurs yeux. Donc, c'est pas mal. La personnalité, comme je vous ai dit, la personnalité de James, elle est assez vide, assez transparente. Il est assez neutre sur tous les plans. Mais encore une fois, être neutre, c'est pas ne pas avoir de personnalité, parce que avec tout ce qui lui arrive, on est forcément au moins un peu intéressé par son sort. On n'est pas content quand il lui arrive des galères et tout, parce qu'il va forcément beaucoup souffrir. Et puis, comme il est jamais vraiment malveillant ni rien, on peut pas vraiment le détester. Donc forcément... Et puis, ouais, les personnalités des gens, quand il leur arrive des galères à tous, même les persos secondaires, on les voit réagir de manière assez intéressante et assez crédible, assez variée, etc. Je trouve vraiment que les persos sont bien foutus dans cet univers. Cet auteur, vraiment, de manière générale,
Je veux dire, il y a vraiment personne de vraiment bon ou de vraiment méchant. Bon, les gens sont un peu tous des connards, mais ils ont tous aussi des bons côtés, et on sent qu'ils le font pas exprès, et que ça leur fait pas plaisir d'être des connards. C'est plus par faiblesse que par volonté. Du coup, moi, ça me semble vraiment réaliste et vraiment attachant. Je pense qu'il y a vraiment personne qui est vraiment totalement sympa. Enfin, je veux dire, sans jamais faire un seul truc de connard de toute sa vie. Après, il y en a peut-être qui n'en ont pas l'occasion, mais en tous les cas, ceux qui en ont l'occasion, généralement, ils le font. Et la plupart des persos ont vraiment des côtés qui font qu'on ne peut pas trop ne pas les aimer, et en même temps des côtés qui font qu'on a envie de leur foutre des tartes. Donc, je trouve ça vraiment bien fait. Au niveau de l'évolution aussi, c'est bien foutu, parce que, comme je vous dis, James, on le voit vraiment... qui bascule un peu d'une horreur à l'autre, qui essaye de se raccrocher à des choses, et les choses se pètent la gueule, et on sent qu'il est obligé de... Ouais, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il avait pas trop le choix, et c'est ce que j'apprécie. Vous savez que, vu que je crois pas au libre arbitre et ce genre de truc, j'aime pas trop quand on essaye de nous faire sentir que les gens sont coupables, alors que là, c'est carrément le contraire. Les gens font des trucs horribles, mais on nous fait sentir pourquoi ils l'ont fait et qu'ils auraient pas pu faire autrement. Donc, mais de l'évolution, il y en a, parce que vraiment, au niveau, dans le niveau négatif, je veux dire, le mec, on lui fait vivre des trucs pas possibles. Mais cela dit, vivre des trucs horribles, ça peut toujours bien se terminer. Si on arrive à les surmonter, ça peut toujours nous faire évoluer, etc. En tous les cas, des épreuves, il va en vivre. Hein. Je peux vous dire que c'est pas c'est pas Sacha dans Pokémon qui redevient toujours pareil à la fin de chaque épisode. Là non, il va évoluer, pas forcément bien, mais il va évoluer. L'univers, les lieux et les créatures, comme je vous ai dit, l'univers des rêves, du coup, il est vachement original, beau, intéressant. Pour le coup, visuellement, j'ai vraiment des images quand il les décrit. La nef, je la visualise vraiment. Après, on voyage dans une ville avec des vieux bâtiments qui ont pas l'air d'avoir d'entrée, qui ont l'air d'être faits dans de la pierre, comme s'ils avaient émergé du sol d'un bloc et tout ça. Je trouve ça vachement bien décrit, je trouve ça vachement stylé et tout. Et puis même la créature, parce qu'il y a une créature dans ce monde-là. Je vous en dirai pas trop, mais elle est assez horrible, mais elle est bien décrite aussi. Vraiment, je visualise beaucoup, et même les rêves des gens, la manière dont ils matérialisent à la fois des environnements familiers et en même temps où ils peuvent se modifier ou avoir des choses bizarres, genre une maison qui a l'air d'être qu'une façade mais qui est complètement vide à l'intérieur, comme si c'était un jouet ou quelque chose comme ça. Vraiment, je les visualise très bien, et ça me paraît à la fois intéressant, réaliste et beau, quoi. Logique et cohésion, moi j'ai pas du tout vu de faute de logique. En plus, comme ce tome, je sais que... c'est le premier, je reviens en fait que j'ai lu le deuxième avant. Même pour relier les deux, je vois pas du tout d'incohérence. Et en plus, il aurait pu y en avoir, hein. Parce que, je vais pas vous dire pourquoi, parce que ça serait un spoil du deuxième tome, mais il aurait tout à fait pu y en avoir. C'est même difficile de faire des choses sans incohérence. Là, c'est peut-être un indice si vous me connaissez, mais vous me connaissez pas assez, donc ça va. Vous allez pas voir de quoi je veux parler. De toute façon, la seule personne qui est susceptible de m'écouter pour le moment l'aura déjà lu, donc voilà, c'est pas trop grave s'il y a des indices, et puis les gens qui me connaissent pas, ils comprendront pas mes indices. Mais du coup, vous allez me dire, tu perds du temps à nous dire des choses qu'on comprend pas, c'est relou. Bon. En tout cas, la logique et la cohésion, c'est vraiment des choses qui marchent super bien, et ça, c'est toujours des choses qui me font kiffer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai adoré cet auteur, que j'ai adoré ce livre, j'ai adoré le précédent, enfin le suivant. Et donc j'adore cette saga, bordel. Et Mystère et Découverte, c'est pareil, hein. Comme je vous dis au début, James... au début, on sait même pas qu'il y a du surnaturel. Bon, avec un titre comme Les Limbes, on peut peut-être s'en douter, mais ça aurait pu être au sens figuré, ça aurait pu être une métaphore. Donc au départ, quand il fait des rêves, on sait pas si c'est réel, après on apprend que c'est réel, on a envie de savoir quel pouvoir il a, jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers onirique. Nous aussi, on a envie d'explorer, même si on sait qu'il y a du danger, qu'il y a des trucs pas clairs, etc. On a envie de savoir qu'est-ce qui est possible. En plus, moi, j'ai toujours été à fond sur les rêves. Je veux dire, je fais des rêves lucides, et j'ai essayé de faire des voyages astro avec les rêves et tout. Donc forcément, c'est un truc qui me parle et qui m'interpelle et qui m'attire beaucoup. Donc moi, j'ai ma dose de Mystère et Découverte. Là, ça
Ça me rend complètement ouf. Alors en lisant le 2e tome avant le premier, j'ai pas eu beaucoup de surprises au niveau justement de la découverte de l'univers, mais en même temps c'est difficile de demander ça. Dans le 2e tome, il y a suffisamment de choses nouvelles, mais du coup c'est plus l'univers qui est en exploration, et ça m'a quand même fait plaisir, et je me suis quand même pas du tout ennuyée en l'explorant à travers le premier tome. Donc alors l'écriture, moi je l'aime beaucoup. Faut savoir que j'ai souvent l'impression de préférer l'écriture des écrivains qui sont français plutôt que ceux qui sont traduits. Du coup là c'est complètement le cas. Là quand j'ai lu les limbes, parce que j'avais lu, comme je vous ai dit, le Maître des limbes en premier, j'avais l'impression quand même, comme c'est écrit au présent et tout, j'ai l'impression que c'était un peu sec, peut-être un peu simple, mais simple sans être pauvre. Et comme je vous dis, les descriptions, moi, elles me semblent énormément bien faites, parce que j'ai beaucoup de mal avec les descriptions en général, et là si je les visualise et que je les retiens, bah quelque part c'est qu'elles avaient quelque chose de particulier. Donc pour moi l'écriture elle fait complètement le taf, quoi. Au niveau poésie et contemplation, bah on peut pas dire qu'il y en ait pas, parce que franchement bah voir les rêves des gens et puis voir cet univers, etc. Si, moi je trouve qu'il y a complètement de la poésie, puis comme je vous dis, c'est les descriptions qui sont bien faites, donc il y en a. Après, c'est pas l'écriture en elle-même qui est poétique, comme je vous disais, c'est un peu sec, c'est au présent, ça va vite, ça fait des phrases courtes et tout, on sent qu'on est plus dans un récit d'action que dans un truc de poésie avec des grosses phrases. Moi, je me sens toujours beaucoup mieux dans ce genre d'univers, mais bon, peut-être que des gens pourraient être un peu déçus par ça, si vous êtes dans un trip plus littéraire que dans l'histoire, peut-être. Suspense et action, bah... il y en a. Surtout du suspense, de l'action. Quand on parle de mecs qui voyagent dans les rêves, du coup, on va dire qu'il dort dans la moitié du bouquin. Est-ce qu'il y a vraiment de l'action ? Ben oui. C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de moments d'attente, il y a beaucoup de moments d'angoisse. Mais par contre, du suspense, il y en a vraiment, parce que on se demande vraiment ce qui va se passer. Il y a tout le temps une sensation de menace, de trucs un peu lourds qui pèsent sur le héros. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et on se demande comment ça va se concrétiser, s'il va s'en sortir ou non. On a vraiment l'impression à chaque fois qu'il va pas s'en sortir, et plein de fois il s'en sort, et on se dit ah bah c'est cool, mais en même temps il perd des choses, il apprend des choses horribles, etc. Donc disons qu'on sent que le fait qu'il encaisse, c'est peut-être pas, enfin je veux dire, peut-être que ça aurait été plus miséricordieux pour lui de le buter plutôt que de lui faire vivre tout ça. Mais bon, nous on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Donc du suspense, ouais, il y en a. Faire prendre cher à des gens et regarder ce qui se passe dans leur tête, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là vous allez dire putain mais qu'est-ce qu'elle est sadique, mais c'est parce que moi aussi je prends cher, et je me sens un peu seule dans ma tête à devenir folle, donc des fois j'aime bien voir d'autres gens qui souffrent aussi. C'est plus pour me sentir moins seule que par sadisme, même si je ne nie pas mon sadisme. En tout cas voilà, de l'action, je sais pas vraiment si on peut dire qu'il y en a. Il y en a un petit peu, mais c'est pas ce qui caractérise le bouquin. Mais du suspense, oui, carrément, en mode présence oppressante qui te suit, sensation de lourdeur, un peu d'inéluctabilité. Putain, je vais galérer avec ce mot. Pourtant, il est pas si compliqué, mais... d'inéluctabilité, voilà, je l'ai fait, je l'ai dit. Eh ben, il y en a. Les dialogues, ils m'ont pas plus marqué que ça. Pourtant, il y a rien qui m'a choqué. Ils étaient vraiment distincts de l'écrit, de l'écriture, je veux dire, à l'écrit, de la formulation des phrases à l'écrit, etc. Donc je dirais qu'ils n'avaient pas de défaut particulier. Après, il n'y a pas de persos qui m'ont marqué sur ce plan-là, où je me suis dit putain c'est bien foutu, la manière de parler, etc. Donc niveau crédibilité et réalisme, il n'y a rien qui m'a choqué. Je me suis demandé si ça serait réaliste au niveau des scientifiques, vu qu'il y a beaucoup de scientifiques, mais en fait on les voit pas tant que ça et ils parlent pas beaucoup. On suit vraiment le chef du projet entre guillemets, et du coup quand il parle au héros... ils vulgarisent, et puis de toute façon ils se comprennent, vu que le héros c'est un peu le principal concerné, donc il est bien placé pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment donc de côté technique, etc. des scientifiques, donc je pense que la question a été un petit peu esquivée, donc peut-être qu'on peut voir un défaut là-dedans, mais en tout cas ça m'a pas du tout dérangé. Puis sinon le réalisme sinon des militaires, etc. là oui, j'ai rien remarqué de négatif, peut-être même plutôt au contraire. Enfin, je trouve ça vraiment réaliste, la manière dont était décrit la guerre, les militaires, etc. Donc peut-être que l'auteur a connu ça dans sa vie, parce que j'ai trouvé ça relativement vivant et bien foutu. Pour l'originalité, le côté marquant, c'est ce que je vous disais, il y en a pas vraiment au niveau des dialogues, c'est pas ça qui m'a marqué. Donc en note globale, j'ai mis 7 sur 10. Je vous spoil tout de suite, même si je vous referai
enregistrement, une vidéo pour en parler. Enfin, on va dire un podcast parce que c'est que de l'audio chez moi. Mais j'ai mis 8 au Maître des Limbes. Donc oui, j'ai préféré le Maître des Limbes, mais j'ai quand même kiffé les Limbes. Je sais pas ce que j'en aurais pensé si je l'avais lu en premier. Est-ce que je l'aurais plus aimé parce que j'aurais découvert l'univers et que j'aurais été plus émerveillée par la découverte, alors que là, j'ai tout eu dans le tome d'après. Donc d'une certaine manière, j'avais moins de nouveautés dans celui-là. D'un autre côté, il y a des choses dans la fin qui auraient peut-être pu me déranger si j'avais lu celui-là en premier, alors que là, elles m'ont pas du tout dérangé parce que je sais déjà pourquoi cette fin arrive. Je la connaissais déjà en fait, mais du coup je connais le pourquoi du comment, et donc en fait ce que j'aurais pu lui reprocher, je le ferais pas. Du coup, attention, on arrive sur la balise spoiler, je vais vous parler de la fin. Tadam. Je vais faire comme je suis pas content, je vais faire des jingles à la voix. Oui, c'est le moment du spoil. Donc, alors la fin, donc je connaissais déjà, qui est que en fait, il y a donc de cette fameuse créature avec donc des tentacules, etc., qui est entourée de noirceur et tout dans le monde des rêves, qui poursuit le héros et on sait pas trop pourquoi, qui endort, qui prend le contrôle de tous les gens qui s'endorment dans la ville autour, sachant que le héros est en Alaska, ça c'est un truc que j'ai pas dit, il est dans une base militaire en Alaska, donc c'est au milieu de nulle part déjà de base, et ensuite, et donc il prend le contrôle des mecs de la ville d'à côté, et il les fait se massacrer les uns les autres et détruire tous les moyens de communication et tous les moyens de transport, donc le héros se retrouve enfermé dans son bunker, sa base... avec juste les derniers scientifiques qui restent, où ils ont aucun moyen de s'en aller, ils attendent les secours, mais ils savent pas s'ils arriveront, et ils sont obligés tous de s'empêcher de dormir pour ne pas se faire contrôler par la créature. Alors moi, étant donné mon passé, mon passif, j'ai énormément essayé de me retenir de dormir quand j'étais petite, parce que j'avais super peur de mes cauchemars. J'ai beaucoup d'empathie, de fascination, de plaisir entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, à voir ça, parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vécu, même si évidemment je me suis jamais empêchée de dormir pendant une semaine. Moi, j'ai fait des insomnies pendant 2-3 jours par là, mais du coup, puis faire des insomnies quand on n'arrive pas à dormir, c'est différent de quand on a envie de dormir et qu'on essaye de s'en empêcher. Faut le savoir aussi. Parce que quand j'étais petite et que j'essayais de me retenir de dormir, je tenais même pas toute la nuit en général. Donc je sais ce que c'est que d'essayer de se retenir de dormir, d'être en gros flip, etc. Et je sais à quel point c'est atroce, même si je le sais pas autant que le héros, et que c'est bien décrit parce que j'ai bien la sensation de pas le savoir autant. Donc voilà, si je considère que le perso a souffert plus que moi, alors que c'est un perso qui n'existe pas, c'est que sa souffrance était bien décrite. Du coup, voilà, j'ai beaucoup de... je suis très contente de lire ça, parce que c'est quelque chose que je connais et qui m'intéresse et où je me reconnais, quoi. Et je trouve ça vraiment atroce, et ça méritait d'être souligné. Et comme truc inéluctable, en fait, ça fait comme une course-poursuite, mais où on se bat contre soi-même. Je trouve ça vraiment atroce, et on va dire atrocement génial, d'avoir besoin comme ça de lutter contre le sommeil, et de voir les persos qui deviennent fous, en fait, les uns dans un truc enfermé, un huis clos comme ça, où les persos deviennent fous par manque de sommeil. Je trouve ça super intéressant. En même temps, c'est écrit d'une manière où on a l'impression que c'est long et un peu de s'ennuyer, mais en même temps, c'est le héros aussi qui a cette sensation, parce que ils attendent les secours et ils essayent de tenir, mais ils savent qu'ils les verront probablement jamais, qu'ils sont probablement foutus, etc. Je pense que cette sensation est voulue et pas que ce soit quelque chose de négatif. Tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment totalement génial. La fin, le fait que James tombe face à la créature parce qu'il finit par s'endormir, et que la créature donc lui propose ce marché en mode est-ce que tu vas m'obéir et faire ce que je te dis, ou tu refuses et si c'est le cas, probablement il le bute, même si il a pas trop besoin d'expliquer ce qu'il fera s'il refuse, parce qu'il accepte assez facilement, mais qu'il accepte
et qu'après il se réveille et vraiment la fin où il dit quand on lui dit qui êtes-vous et tout, qu'il dit je suis le maître des limbes. J'ai trouvé ça génial en connaissant la suite, mais je me suis dit si j'avais pas connu la suite, peut-être que ça m'aurait énervé, parce qu'en fait, du coup, James dit beaucoup j'aurais préféré rester dans l'ignorance, on aurait mieux fait de pas voyager dans ce monde, on a voulu trop savoir, on en a trop voulu, on a été trop ambitieux, on a trop voulu connaître la vérité, etc. Et ça s'est retourné contre nous, j'avais dit que j'avais un mauvais pressentiment. Et donc, si je regarde juste la fin de ce bouquin sans connaître le suivant, on dirait un peu un livre qui prouve que l'obscurantisme c'est une bonne chose. Enfin, on pourrait croire ça, dans le sens où on nous dit, genre, il y a des secrets qu'il faut pas chercher à déterrer, il y a des choses qu'il faut pas chercher à savoir. Regardez, les scientifiques, ils vont toujours trop loin. Après, ils réveillent des monstres, voilà, un peu comme des grands anciens, des trucs qui vont détruire la Terre et on va tous mourir à cause des scientifiques. Bon, je me dis que ça aurait pu m'énerver. Là, honnêtement, ça m'énerve pas du tout parce que je sais que dans le tome suivant, on a des persos qui pensent pas comme ça. En fait, on va avoir toutes les justifications de pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et du coup, j'ai plus du tout cette sensation qui dit bah ça n'aurait pas dû arriver, il aurait mieux valu de ne pas le faire, etc. Je le pense plus. Vraiment, maintenant, je constate que c'est James qui pense ça, et de son point de vue, c'est logique, et c'est même intéressant d'avoir un perso qui pense ça dans l'histoire, mais les autres persos dans le tome suivant ne vont pas spécialement le penser, et donc je vois que c'est pas le point de vue de l'auteur. Du coup, j'ai plus aucun problème avec ça. Et je pense peut-être que, à la fois, si j'avais lu directement ce livre, j'aurais plus kiffé parce que j'aurais découvert l'univers de A jusqu'à Z et vraiment j'aurais été en mode, j'aurais eu plein de questions. Mais j'adore, moi, avoir des questions, avoir des trucs à explorer, avoir la sensation que l'univers est super vaste et que j'en ai vu qu'un petit bout. C'est vraiment le truc que j'adore. Donc j'aurais kiffé sur ce plan-là, mais je serais partie sur une note un peu bizarre en me disant... comment ça, on aurait mieux fait de pas se poser de questions, on aurait mieux fait de pas chercher à comprendre, on aurait mieux fait de pas explorer. Je ne peux pas accepter ce genre de conclusion. Malgré toute la souffrance, etc., je ne peux pas. Je ne peux pas partir sur une conclusion comme celle-là, je suis désolée, je crois désespérément en la connaissance et dans le fait que ça soit positif. Voilà, je le dis, c'est une croyance et c'est un choix personnel. Enfin, pour moi, c'est même pas un choix, en fait. C'est juste qu'on a tous besoin d'avoir foi dans des trucs, de croire en des trucs, et moi, je suis là-dedans. Et pour l'instant, ça s'est jamais pété la gueule. La plupart des autres choses en lesquelles je crois se sont pété la gueule. Mais celle-là, non. Donc, je m'y raccroche désespérément et j'accepte pas trop les livres qui essayent trop de me démontrer, quand je sens que c'est le point de vue de l'auteur, que la connaissance, c'est mal, les scientifiques qui cherchent à savoir la vérité, c'est mal, etc. J'ai beaucoup d'antipathie pour ça. Donc voilà. Mais là, du coup, je sais que c'est pas le cas. C'est juste qu'on avait vraiment que le point de vue de James, et James pense comme ça. Après tout ce qu'il a vécu, c'est plutôt logique. Et puis, c'est pour l'instant qu'il pense ça. On sait pas ce qu'il pensera dans... Enfin, on le saura du coup dans le maître des limbes. J'allais dire le maître des mensonges, non pas du tout. Mais là, pour l'instant, il vient d'en prendre plein la gueule, tous ses potes sont morts, etc. C'est normal qu'il pense ça. Donc voilà, après, il va se remettre, il va se raccrocher à son ambition, il va revouloir... en même temps, c'est le monstre, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça. Enfin, c'est la créature des limbes qui lui a demandé ça, de devenir le futur maître des limbes. Et voilà, mais du coup, il va quand même y croire, il va quand même s'y raccrocher, il va reprendre de l'ambition, etc. Et c'est ça qui est cool quand même avec cet auteur et avec cette saga et avec ce livre. Donc là, du coup, je suis désolée, je vous spoil un peu même le tome suivant, mais pas trop. Allez, je vais pas trop vous le spoiler, mais... Ce que je veux dire, c'est que le mec, il prend super cher, il est écroulé, on se dit, putain, ça y est, il est détruit. Mais si tu lui laisses suffisamment de temps au calme et où il va bien, il va s'en remettre, il va se reconstruire, et il va peut-être même réavoir les mêmes biais, etc. qu'avant. Et on fait tout ça. On se ment tout le temps pour survivre. Et du coup, je me dis, mais putain, c'est bien foutu. Ça paraît con, quand on voit les trucs s'écrouler, on se dit, putain, c'était tellement fragile, mais on fait tous ça. Et quand le mec se reconstruit, on est content avec lui, on a de la joie avec lui, etc. Donc voilà, je pense que c'est pas un trop gros spoil de vous dire que James va se reconstruire un peu. On peut peut-être s'en douter. Mais tout ça pour dire que vraiment, niveau psychologique, je trouve ça génial. J'ai vraiment un truc... c'est rare de voir des bouquins où les persos tuent des gens, etc., mais où ils en souffrent, et on arrive à voir
Enfin, on les aime de la même manière que si c'était pas des meurtriers, on les considère pareil qu'avant. En fait, on les considère comme des victimes, même si c'est des meurtriers, peut-être même d'autant plus. Parce qu'on sait qu'ils ont ce traumatisme-là en plus en eux après, et qu'ils sont obligés de survivre avec. Et c'est pas forcément plus facile de survivre avec ces traumatismes que d'être mort, en fait. Et moi, c'est profondément ce que je pense. Donc j'adore vraiment cet auteur, j'adore vraiment ces bouquins. Je me retrouve totalement dans cette vision des humains, en fait, en général. Donc voilà, c'est un 7, mais c'est un gros 7, et qui débouchera sur un 8 sur le tome suivant. Donc mini spoil, même si je vous reparlerai dans le détail du Maître des Limbes, mais je vous dis déjà que j'ai mis un 8, et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Voilà.